Merci. Avant de donner le micro au président de l'EPN, on va juste observer 1 minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires au Mali. Merci. J'invite les membres de l'association Debout pour le Mali pour le discours d'accueil du président Mamadou Sissoko. Avant le discours du président, nous allons tous procéder à la prise de l'hymne national du Mali. On appelle Mali pour la prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, herbe permis une fois pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique pour toi, Mali. Notre combat sera liberté. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chants fleuris d'espérance, les gravures de romance. Merci, merci. Mesdames et messieurs les représentants diplomatiques et consulaires, Madame la maire de Drancy, Mesdames et messieurs les élus locaux, Mesdames et messieurs honorables invités, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous en tant que président de l'association Debout pour le Mali pour célébrer la commémoration du 59e anniversaire de l'armée malienne dans la ferveur et dans la communion. Cet événement est organisé par l'association Debout pour le Mali en partenariat avec IPM Djekaouli, l'association Army et l'association IMS France. Le mérite revient d'abord et avant tout à nos autorités politiques et militaires de l'époque qui avaient perçu l'absolue nécessité et l'urgence de la mise sur pied d'une armée nationale et républicaine dédiée à la défense des intérêts supérieurs du Mali naissant. Je vais rendre ici un vibrant hommage au président Modibo Keïta, à ses compagnons de l'USRDA, sans oublier les valeureux officiers que firent le général Abdoulaye Soumaré, les chefs de bataillon Pinana Drabou, Sékou Traoré et entre autres. Mesdames et messieurs, cette commémoration intervient après une année sanglante dans la vie de notre nation, à cause des amalgames qui font sans doute partie des stratégies de l'ennemi. L'armée malienne fait face depuis quelques années à une guerre asymétrique différente de la guerre conventionnelle. Elle a plus que jamais besoin du soutien de tous les Maliens. C'est pour cette raison que nous célébrons cette date afin de rendre et de montrer à nos femmes que nous pensons à eux et sommes conscients de leur sacrifice. Ainsi, nous demandons au peuple malien de soutenir nos femmes qui se battent nuit et jour pour assurer la sécurité et l'intégrité territoriale du Mali. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une structure dénommée Union pour le Mali Djekaouli,
composé de 6 structures, comme l'a dit le conférencier, qui sont l'URDAC Mali, le CSDM, Yélé, le CSP 75, le RECAM et l'association Debout pour le Mali. Le président de l'UPM, M. Yamadou Keïta, donnera plus de détails dans la conférence qui va suivre. Nous remercions également le docteur Shogel Koukala-Maïga, qui a effectué le déplacement depuis Bamako pour venir assister à cette conférence afin de nous donner plus d'éclaircissements sur la situation sécuritaire du Mali. Une cagnotte a été lancée et les sommes récoltées serviront de dons aux familles des militaires tombés dans les champs comme on l'avait fait l'année dernière. Vive DPM, vive l'armée malienne au service de la République, vive le Mali, je vous remercie. Juste au président du Haut Conseil des Maliens de France, M. Demba Djamila. Je suis également le vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur chargé de la Jeune Europe. Je voudrais aussi remercier le docteur Shogel Koukala-Maïga pour sa disponibilité et dont sa présence va nous éclairer parce que nous avons lu son ouvrage, nous le suivons de près. C'est un homme de conviction, c'est un homme qui se bat. Donc, les voir parmi nous aujourd'hui, c'est tout un honneur. Merci, docteur. Et sans tarder, je vais demander aux conférenciers de prendre place au présidium, au camarade Yamadou Keïta, président de l'UPM. Et je vais également demander au docteur Shogel Koukala-Maïga, qui est également le président du MPR, Mouvement Patriotique pour le Renouveau. M. Maïga. Voilà, Mbalmao, Agnine Lo Bela Djelenfe, Anna Kouye Mi, Oye Faso Koye. Biye Sorasuka Sanjelema Nyanaje, mais Jamana ere tabolo kama, akera le 25 ye, ka sababu ke ambe Jamana min konona la beba difficulté do. Anye wole bla Monsieur Shogel Koukala-Maïga Kafara Yamadou Keïta kan n'olu bena min fo an ye Maliko kan. Shogel welela sababu mina an ye recherche k'a ka parcours de kan a bɛ Mali citation kalama cogo min na walasa kana a ka baro ɲɔgɔnya kan ye. Nka ni conférence nana n'u tilala conférence la ɲininkaliw bɛ kɛ bonya kɔnɔna la an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Fanenini tɛ yan, banenini tɛ yan, kumalankolon tɛ yan, ka ɲɔgɔn lafaamuya de don. Nous avons besoin des hommes de qualité et les femmes de qualité qui sont engagés pour le Mali. Mbe haketo ɲinaw fɛ, Ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ ni baden na. Merci beaucoup. Alliés politiques, stratégiques, diplomatiques, militaires, économiques, le premier partenaire du Mali, c'est la France. Il faut que des agissements comme ça soient pointés du doigt et que nos dirigeants puissent dire que ce n'est pas normal. Et cela suppose qu'eux-mêmes, ils gouvernent de façon vertueuse. Quand un dirigeant s'installe dans la corruption, dans le détournement massif, il est discrédité auprès de la population, il s'adosse à ses relations avec les dirigeants français. Et dans l'imagerie populaire, la France apparaît comme une béquille sur laquelle s'appuient les régimes incompétents, impopulaires et corrompus pour subsister. Ça aussi, ça alimente la colère des peuples contre la France. Ce qui n'a rien à voir avec la vérité. Ça aussi, il faut que ça soit dit. Lorsque l'opération Serval a intervenu au Mali, si elle n'était pas intervenue, il y a beaucoup de gens qui manifestent chez nous aujourd'hui. Ils seraient partis ailleurs.
il ne serait pas là parce que les islamistes et les terroristes allaient occuper. Je dois rappeler que l'intervention française était faite suivant l'article 54 de la Charte des Nations Unies qui dit clairement que lorsqu'un État membre des Nations Unies est menacé et agressé, il peut faire appel à un autre État pour l'aider. C'est dans ce cas que notre président s'est adressé au président de la République française par courrier pour lui demander d'intervenir pour aider le maire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Intervenir pour apporter un appui aérien et en renseignement. Appui aérien et renseignement. Notez bien, il n'était pas prévu des soldats au sol. Cette disposition, c'est cette lettre qui a été présentée au monde entier comme base diplomatique, juridique et politique. Qu'on a, c'est les hélicoptères français qui frappaient les terroristes, les soldats maliens qui libéraient le pays. Qu'on a, Gao, Tombouctou. Arrivé au port de Kidal, l'armée française dit que l'armée malienne ne rentre pas à Kidal. C'est la mère des fautes politiques, des stratégies de la France que nous payons aujourd'hui. Et je vous dis précisément, Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense. Il a dit en janvier 2013. C'est des choses que j'ai notées, c'est dans le document là, vous pouvez lâcher, vous pouvez le voir, c'est sur les réseaux. Il dit que l'opération Serval avait 3 objectifs. Le premier, c'est de repousser les djihadistes. Le deuxième, restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Le troisième, faire appliquer les résolutions des Nations Unies. Janvier 2013. Quelques mois après, c'est l'armée française qui interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Au motif qu'il risque d'avoir des règlements de compte. Kidal était tenu par Yad Agagali. C'était pas les Touaregs. C'est Ansardine qui avait Kidal. C'est Ansardine qu'ils ont chassé de Kidal. Donc c'est l'armée régulière qui devait intervenir. On a interdit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a fait revenir les séparatistes du MNLA qui étaient réfugiés à Ouagadougou parce qu'ils avaient été chassés du Mali par la population et les autres mouvements. Parce que la population du Mali en voulait plus aux séparatistes qu'aux islamistes. Ils étaient exilés à Ouagadougou et à Nouakchott. On les a ramenés dans les fourgons de Serval pour les installer à Kidal. Il y a Ansardine qui a été déclarée organisation terroriste internationale. Ils ont organisé une dissidence. L'adjoint de Yad a quitté. Parce que les Américains l'ont déclaré organisation internationale. Il a été parrainé par les militaires français pour être installé à Kidal sous le titre de HCUA. Et la jonction du HCUA et du MNLA a donné naissance à la SEMA, qu'on a opposée au gouvernement malien. C'est là la deuxième faute politique et stratégique dont nous payons les conséquences aujourd'hui. Vous avez vu? C'est important parce que tout ce que je vous dis, c'est documenté. Il n'y a pas de la propagande. La deuxième étape, c'est que voici la SEMA à qui on a livré Kidal, qui devient l'interlocuteur de l'État. La question qu'on se pose, qu'est-ce que notre gouvernement faisait pendant ce moment? Il dormait, il dansait, il buvait, il faisait quoi? Depuis la aiguille, pendant ce temps, nous les Maliens, on était en train de nous déchirer. Vous appelez tout de suite à l'union des Maliens. Pendant que les gens s'entendaient pour partager le Nord, nous on était divisés, majorité, opposition, il y en a qui critiquaient Ibeka, ils leur répondaient. Et notre pays était en train de nous échapper.
On vient de me rappeler qu'il y avait les associations religieuses qui manifestaient. Pendant ce temps, en 2014, François Hollande précise, comme Macron l'a fait il y a quelques semaines, que l'objectif de l'opération Serval, c'est détruire le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire malien. Mais à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Donc en 2016, l'intégrité du territoire malien n'a pas été récupérée. Le terrorisme a proliféré. Et donc quand on fait le bilan, une action militaire et politique, on les juge au résultat. Quel est le résultat en 2016? Kida n'est pas toujours malien. Le terrorisme a proliféré. Oh, on se lève le lendemain, on dit c'est Barkhane. Serval est devenu Barkhane. À quel moment on a décidé? Est-ce qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui l'a décidé? On ne le sait pas, comme moi je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a une demande de l'État malien comme on a fait pour Serval? Moi je ne le sais pas. C'est ce qui m'a fait écrire dans ma réflexion que Serval est devenu Barkhane à l'insu des Maliens et des peuples du Sahel. Donc, la question qui se pose, c'est la base juridique, diplomatique et politique de Barkhane. Vous comprendrez pourquoi, en 2020, le président français a demandé que les présidents du G5 Sahel viennent signer pour cette fois-ci dire que c'est eux qui ont demandé, au vu au sud de tout le monde, parce que la première fois, personne n'était au courant. C'est très important que les gens comprennent le sentiment anti-français qui se développe chez nous. Ce n'est pas un sentiment contre la France. C'est important que vous l'expliquiez aux Français. C'est un sentiment contre deux situations. Le peuple avait espéré, vous vous rappelez en janvier 2013, comment Hollande a été accueilli. Il y a des Maliens qui ont donné les noms de leurs enfants. Boité Hollande. Au Mali, vous le savez, il n'y a pas signe de respect plus suprême que donner le nom de quelqu'un à ton enfant. Lorsque ces mêmes gens viennent aujourd'hui, certains d'entre eux manifestent. Je sais qu'il y a un peu d'instrumentalisation là-dedans. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Il y a des gens qui appellent tel pays à venir au Mali. Je crois que c'est des naïfs. Il n'y a pas d'État qui intervient s'il n'y a pas d'intérêt caché derrière. Et donc, comme on dit, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Il y a quelqu'un qui est venu quand on était en difficulté. Discutons avec lui sur la base de la vérité. Clarifions les choses pour que ça se passe bien dans le pays. Mais à force de changer d'alliance tous les jours, finalement, vous n'aurez personne sur qui vous reposer. Donc moi, je ne suis pas naïf. Les manifestations contre la France, il y a un sentiment de colère de la population, mais il y a certains acteurs qui instrumentalisent ça à d'autres fins. Il est bon qu'on fasse la part entre les choses. Mais la cause première, c'est le double jeu de double langage. J'allais dire le jeu trouble des dirigeants français. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque fois que les rebelles se sont trouvés en difficulté, ils ont été protégés. Donc le sentiment chez les Maliens, c'est que c'est l'État français qui travaille à la perpétuation de la crise. À quelle fin? Voilà le point d'interrogation. C'est important que vous le compreniez. Vous avez vu dans le même ordre d'idée, la MINUSMA a été créée. Je dois rappeler que la première résolution qui était votée pour les forces internationales, c'est en décembre 2012. La résolution 2085 du Conseil de sécurité qui créait la MISMA. C'était des forces africaines, 3000 hommes. Le premier qui a protesté contre la création de cette force, c'est le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy en son temps. Alain Juppé dit que 3000 hommes c'est trop, face seulement 500 séparatistes. Mais quand des bandits viennent vous envahir, si vous les opposez même 1 million d'hommes, si c'est pour les écraser, est-ce que le nombre compte? La MISMA n'a jamais pu fonctionner. Elle a manqué de moyens, elle a manqué de leadership.
Le résultat, c'est qu'en avril 2013, la résolution 2100 a été votée par le Conseil de sécurité qui instituait la création de la MINUSMA. La résolution 2100 du 25 avril 2013. Aujourd'hui, on a dit à tout le monde, la MINUSMA a expliqué à tous les Maliens, et le gouvernement malien, bouche ouverte, les yeux fermés, a laissé dire et faire. On dit que la MINUSMA n'est pas venue pour faire la guerre, elle est venue pour maintenir la paix. Vous avez tous entendu ça. Je vais vous dire ce qui est dans la résolution qui créait la MINUSMA. Le 25 avril 2013. Et la deuxième résolution de 2014. C'est écrit in extenso. Écoutez bien. La résolution 2100. Le terrorisme ne peut être vaincu parce que la collaboration active de l'ensemble des États et organisations régionaux et internationaux pour contrer, affaiblir, isoler la menace terroriste. La réduction significative de la capacité des terroristes à présenter une menace pour les populations civiles et le personnel international aux apports immédiats ou à l'intérieur de la zone de responsabilité envisagée pour la MINUSMA. La résolution demande d'user de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat. Quand on dit à une organisation d'user de tous les moyens nécessaires, on va dire qu'il n'est pas appelé pour faire la guerre. La résolution 2164 du 25 juin 2014 disait clairement que la MINUSMA doit étendre sa présence, notamment grâce à des patrouilles de longue portée, dans les limites de ses capacités, dans le nord du pays et au-delà des principales agglomérations, en particulier dans les zones où les civils sont en danger. Il doit prendre activement des dispositions pour empêcher le retour d'éléments armés dans les zones d'où ils ont été chassés. Ça, c'est dans les résolutions. Est-ce qu'après ça, on peut venir nous dire que la MINUSMA n'était pas venue pour faire la guerre? Donc la première mission qu'on a mis dans la tête des Maliens, de la MINUSMA, c'était pour faire la guerre et libérer le Mali. Et Serval et MINUSMA. C'est pourquoi les Maliens les ont accueillis. Une fois que l'accord dit d'Alger a été signé, le lendemain on a changé la mission de la MINUSMA. C'est-à-dire qu'ils sont venus au Mali pour faire la guerre, pour libérer le pays. Une fois qu'ils se sont installés, on a été faire une autre résolution où ils sont venus présenter pour dire qu'ils ne doivent plus faire la guerre. Et c'est le représentant adjoint de la MINUSMA lui-même qui a été déclaré à l'Assemblée nationale. Et nos députés ont applaudi. Le 30 juin 2015, immédiatement après la signature de l'accord d'Alger. Donc tous les malheurs du Mali en réalité ont commencé à partir de là. La MINUSMA ne fait plus la guerre. Serval ne fait plus la guerre contre les terroristes. Et on est allé de mal en pire. Il y a une délégation du Conseil de sécurité qui est venue au Mali en février 2014. Quand les députés les ont interpellés sur le fait qu'il faut faire la guerre à la SEMA, ce jour, le chef de la mission du Conseil de sécurité, c'est l'ambassadeur de France là-bas, Gérard Harou, il a dit aux députés, la MINUSMA ne fera pas la guerre à la SEMA. Si l'État malien fait la guerre, il va perdre. 2 mois après, il y a eu la guerre de Kidal et l'État malien a perdu. Lorsque vous mettez tout ça bout à bout, on est obligé de s'interroger. Voilà qui alimente les raisons qui alimentent la colère des Maliens. C'est le sentiment de trahison. C'est le sentiment du jeu trouble, du double jeu. Sinon, les Maliens ne sont pas contre les forces internationales. Les Maliens ne sont pas contre la France. Parce que c'est la France et ses forces internationales qui ont empêché que les terroristes prennent le Mali, tout le pays, en 2013. C'est important que ça soit expliqué aux Français avec qui vous êtes en contact.
Parce que d'une façon générale, les populations ne sont pas au courant de ce qui se fait. Dès qu'ils investissent un gouvernement, ils font confiance au gouvernement. Tout ce que le gouvernement leur dit, ils acceptent. C'est comme quand on a dit aux Américains en 2003 que les Irakiens avaient des armes de destruction massive. Les Américains ont cru. Or, il y en a qui essaient de dire non, il y a des gens qui sont contre la France, des hommes politiques, la population. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est qu'il n'est pas facile de trouver une communauté où il y a autant de Maliens qui travaillent, qui nourrissent leur famille au pays, qui se nourrissent, où tout le monde va plus qu'en France. Tu ne peux pas avoir ce genre de relation avec un pays et dire que tu es contre le pays. C'est important d'expliquer ces choses-là aux Maliens. Et je termine par une dernière explication de ce sentiment dit anti-français. Vous savez que dans l'enveloppe de l'ONU chargé de financer les opérations de maintien de la paix, le plus grand contributeur c'est les États-Unis. C'est pourquoi quand ils disent qu'ils quittent, tout le monde panique. Ils payent environ 26%, 27%. Après eux vient, je crois, la Chine, le Japon, l'Allemagne, la France vient, je crois, en 5e position avec 6 et quelques pourcents. Mais lorsque la MINUSMA a été instituée, de 2013 à aujourd'hui, le chef d'état-major général de la MINUSMA est toujours un Français. Dans les postes clés de la MINUSMA, vous avez après 15 personnes civiles et militaires qui détiennent l'essentiel des centres de décision. Ils sont tous des Français. Donc ça donne l'impression que la MINUSMA est paralysée parce qu'en réalité, entre les choix stratégiques de la France et le comportement quotidien de la MINUSMA, il n'y a pas de différence parce que c'est les citoyens des mêmes pays qui dirigent les deux institutions. Il lui fallut mettre à la tête de la MINUSMA peut-être des gens de pays qui n'ont aucun intérêt ou qui ne sont pas soupçonnés du tout ou qui ne sont pas présumés avoir des raisons d'encourager la partition du Mali. Or, ce n'est pas le cas. Voilà, me semble-t-il, de façon non exhaustive, les principales raisons qui expliquent la situation actuelle dans laquelle on s'enlise. Et récemment, quand Macron a convié les chefs d'État des pays du G5 Sahel, dans son intervention, il a repris après ce que Hollande a dit. Il dit que l'objectif de la France, c'est de lutter contre le terrorisme et assurer la souveraineté des États. C'est les deux raisons qu'il a avancées. Ça, c'est exactement ce que Hollande a dit en 2014. Les uns et les autres ont dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas aller contre? Moi, je dis que je ne serai pas parmi les manifestants contre ça, parce que quand tu dis que tu ne veux pas de quelque chose, il faut tout de suite répondre, qu'est-ce que tu fais après? Si tu dis que tu ne veux pas, on dit qu'on ne veut pas de la France et de la MINUSMA, on fait quoi? Moi, j'aime avoir des discussions. S'il y a des réponses, je suis prêt à me rallier, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Les gens disent qu'il faut appeler la Russie, il faut appeler la Chine. Il faut être naïf pour croire que la Russie et la Chine vont venir pour les poser des manières. Il n'y a aucun État qui intervient quelqu'un s'il n'a pas des intérêts économiques, politiques ou géostratégiques. Il ne faut pas se leurrer. Donc il n'y a pas de réponse. En attendant qu'il y ait des réponses, je pense qu'il faut que nos partenaires, on discute avec eux comme des partenaires responsables. Qu'on leur dise avec quoi on n'est pas d'accord et qu'est-ce qui ne marche pas. Je vous ai dit que Serval est devenu Barkhane à l'insu de tout le monde, mais Barkhane est devenu Takuba un matin quand on s'est réveillé. On ne sait même pas qui a décidé. C'est un ministre qui est allé en Afrique qui dit qu'ils vont faire Takuba dans nos pays. La population, les dirigeants apparemment ne sont pas informés. En tout cas, ils ne l'ont pas dit à leur population. La population n'est pas informée. Donc celui qui est contre la présence française pour une raison ou une autre, mais lui, on lui donne du carburant pour ces manifestations. Voilà les sujets, me semble-t-il, comme on devait les aborder. Et je termine par quelques petites informations, juste pour votre connaissance générale. Comme ils m'ont dit que c'est à la faveur, c'est à l'occasion de la fête de l'armée. L'armée malienne, en réalité, a 59 ans. Mais pour l'histoire, il est bon que vous compreniez que ce n'est pas en 1961 que l'armée a été créée.
Le premier embryon de l'armée malienne a été mis en place le 15 février 1959. Modibo Keïta avait fait appel à ce moment au capitaine Pinana Drabo, qui était un soldat de l'armée française. Il était en poste à Madagascar. Modibo l'a appelé pour créer le noyau de l'armée du Soudan français. Arrivé, 2 bataillons ont été créés. Un bataillon du gouvernement fédéral qui était dirigé par le commandant Claude Madembassi et le bataillon soudanais dirigé par Pinana Drabo. Le 22 juin 1960, il y a eu la signature des accords de défense entre la France et la Fédération. À cette occasion, 2 décisions importantes ont été prises. La première, c'est le cantonnement des troupes françaises à Caille, à Nyoro, à Kati, à Ségou, à Mopti, à Tombouctou, à Gao et Tessalit. La deuxième décision, c'est la création, la constitution de l'armée fédérale. Et le 1er août 1960, le bataillon fédéral a été envoyé au Congo dans le cadre de résolution des Nations Unies. Le Congo qui était en guerre. Le 5 août 1960, il y a eu la mise sur pied d'une commission spéciale chargée de la mise en place de l'armée du Soudan. Cette commission était présidée par Mamadou Diarra comme président, Oumar Ly, membre, le capitaine Pinana Drabo, membre, le capitaine Sékou Traoré, membre, et le lieutenant de gendarmerie Bala Koné. Voilà la première équipe chargée de mettre en place le noyau de l'armée du Soudan. Le 19 août 1960, la nomination du colonel Ablaye Soumaré comme chef d'état-major de la fédération a été le dernier acte qui a mis le feu aux poudres. C'est à cette occasion que la fédération a éclaté. Il y a beaucoup de raisons, mais en tout cas, le dernier acte qui a mis le feu aux poudres, c'était celui-là. Et c'est important que vous sachiez qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'au Mali, l'histoire n'est jamais racontée à la nouvelle génération comme il faut. Il y a des tabous qu'on cache pour ne pas heurter les sensibilités des uns et des autres. En réalité, on doit connaître notre histoire intégralement. La défense du territoire national, l'intégrité du territoire, garantir l'application des accords internationaux et dans un État républicain, la défense des institutions. Ce n'est pas sa vocation à exercer le pouvoir politique. Vous savez, l'histoire a ses règles. Vous aurez remarqué que très souvent, quand les coups d'État interviennent, je ne sais pas pourquoi la population sort pour applaudir. Parce que les militaires ne croyaient pas que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ça, c'est au niveau des intellectuels, il y a ce complexe-là. Ils pensent que les militaires, c'est des gens qui ne comprennent pas. Ils ont fait les mêmes études. Ils comprennent tout. On ne croyait pas que les militaires se lèvent un jour comme ça, ils interviennent. Au Mali, il y a eu 3 coups d'État. En 1968, il n'y avait pas d'association et d'organisation pour encadrer les gens. Mais ceux qui sont d'un certain âge, demandez-les quand il y a eu le coup d'État. Les gens ont manifesté pendant des semaines et des semaines. Jusqu'à ce que les militaires même ont demandé vraiment d'arrêter les manifestations. Il n'y avait pas d'association politique, il n'y avait personne derrière. En 91, quand il y a eu le coup d'État, vous avez eu la foule qu'il y avait dans Bamako. Mais en 68, c'était presque dans toutes les villes. En 91, c'était à Bamako aussi, vous avez vu, il y a une bonne partie de la population forte. En 2012, il n'y a pas eu de grandes manifestations de soutien, mais en réalité, personne n'est sorti pour manifester pour le retour de l'ancien président. Les gens ont accepté, c'était comme une sorte de délivrance. Alors donc, la survenue ou non des coups d'État, en général, très souvent, ça dépend des façons dont les dirigeants gèrent leur pays. C'est pourquoi les militaires se présentent toujours en sauveur, même si après, d'autres choses arrivent. Moi, je ne suis pas sûr que si on avait dit aux Maliens après 91, que 30 ans après, on va être dans une situation de guerre civile, je ne suis pas sûr qu'ils auraient accepté le changement de régime.
Parce que le bilan d'une action politique ou militaire, c'est le résultat. On a perdu le tiers du territoire, on est en situation de guerre civile. Ce que les gens ne savent pas, l'insécurité c'est dans la banlieue de Bamako aujourd'hui. C'est à Ségou, c'est à Banamba, c'est à Djema, tout près. C'est dans le cercle de Nyono, ce n'est plus au nord maintenant. Je ne suis pas sûr que c'est ce que les Maliens voulaient. En vérité, vous savez, ceux qui dirigent le pays, celui qui a la responsabilité d'être à la tête du pays, c'est lui qui est le premier responsable de ce qui se passe dans un pays. Vous entendez souvent dire les gens, on est tous foutus. Mais ce n'est pas vous qui gérez le budget de l'armée, ce n'est pas vous qui nommez les officiers, ce n'est pas vous qui répartissez l'argent qui est mis à la disposition au nom de l'armée, ce n'est pas vous qui organisez la formation. C'est lui qui a la responsabilité de ça quand ça échoue, qui ne vienne pas dire que c'est tout le monde. Donc, je pense, jusqu'à preuve du contraire, que le rôle de l'armée n'est pas de faire la politique. C'est... oui, allez-y, la question. Oui, ma question, je ne voudrais pas bien comprendre ma question. Oui. Dans votre exposé, vous avez dit que l'armée est sous ordre politique. Absolument. Voilà, c'est moi ma question. L'armée, est-ce que le Mali aujourd'hui a besoin d'une armée sous ordre politique ou une armée républicaine? Absolument. Voilà. Je suis convaincu que le Mali a besoin d'une armée sous ordre politique. Voilà. Et ce qui est arrivé au Mali, vous aurez vu dans tous mes discours, j'ai dit que l'affaiblissement de l'armée et ce qui nous arrive, c'est le résultat d'une trahison de l'armée par l'élite politique. Ce n'est pas compliqué. L'armée a été trahie par les dirigeants. Je l'ai dit au Mali, je l'ai affirmé. Parce que lorsqu'une armée fait 20 ans, on ne lui achète pas une cartouche. On n'achète pas des équipements. On ne fait pas d'entraînement. On fait des promotions bidons. Des gens qui deviennent des généraux, ils n'ont même jamais fait la guerre. Ils n'ont fait aucune opération. Ça, c'est le politique qui fait ça. Donc, celui qui fait ça, c'est lui qui tue l'armée. Quand vous avez des militaires à la guerre, ils n'ont pas de moyens de se battre. S'ils meurent, c'est vous qui les avez tués. C'est pour cela que j'ai toujours dit qu'un pouvoir politique, quelle que soit la façon dont il s'installe, par élection, par coup d'État, par hérédité, sa première mission, c'est d'assurer la sécurité des citoyens et des biens. Un pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité des citoyens et des biens ne peut pas être un pouvoir légitime, même si on nous dit qu'il est égal à 90%. Vous aurez remarqué, toutes les nations qu'on respecte dans le monde, c'est d'abord leur capacité de dissuasion militaire. Les États-Unis aujourd'hui, on dit que c'est la première puissance du monde. Quand ils parlent, tout le monde tremble. En réalité, c'est essentiellement parce que ils ont la première armée du monde du point de vue de son budget. Le budget militaire des États-Unis est supérieur à celui de tous les autres pays du monde réunis. Tous les autres pays du monde réunis. La Russie est respectée aujourd'hui. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle a une forte économie. L'économie de la Russie, c'est l'équivalent de l'économie d'Espagne. Parce que sur le plan militaire, ils ont une capacité de dissuasion qui fait que personne ne va se jouer d'eux. La France, lorsque le président, l'une des premières actions qu'il a faites, c'est d'aller rendre visite à leurs militaires au Mali. Et les premières actions dans la programmation du budget de l'armée, c'est d'augmenter le budget de l'armée de plus de 30% pour les années à venir. Parce qu'ils savent que la capacité militaire, la capacité de dissuasion est le principal outil de décision politique et diplomatique d'un État. Donc quand un président néglige son armée, il a trahi son peuple. Il n'y a même pas de débat. On peut trouver les formules pour dire oui, il s'est trompé, il n'a pas fait. Mais quand vous êtes au pouvoir, que vous vous trompez, que vous le fassiez exprès, c'est sur le résultat qu'on vous juge. Ensuite, c'est pour cela que moi je fais toujours les comparaisons. Certains pensent que c'est tout juste pour défendre ou non un régime. On peut un régime où ne pas l'aimer. Tous les régimes ont des défauts, ils ont leurs adversaires. Mais je vous dis, quand vous ne pouvez pas assurer la sécurité des citoyens et des biens, vous n'avez rien à dire.
quelle que soit la façon dont vous avez pris le pouvoir. Et l'accord d'Alger, effectivement, vous avez parlé des autorités intérimaires. Vous savez, concernant les autorités intérimaires, j'ai toujours dit que les autorités intérimaires relèvent d'un acte de trahison de la part du gouvernement malien. Je l'ai dit, je l'ai assumé au Mali. Parce que nulle part dans l'accord, il n'est pas d'autorité intérimaire. Ils ont trompé les Maliens. Dans l'accord, dans l'annexe 1, il est question de période intérimaire. C'est-à-dire dans les localités où les organes élus, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas exercer, ne peuvent pas accomplir leur mission. Le gouvernement a un droit de désigner ce qu'on appelle une délégation spéciale. On a donné un nouveau nom qu'on a mis autorité intérimaire. Mais au nord, ce n'est pas ce qui s'est passé. La loi sur les autorités intérimaires au Mali a été votée en avril-mai 2016. C'est cette loi qu'on a appliquée à la commune du Mandé, où on a installé une autorité intérimaire. Mais au nord, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au nord, il y a un ministre ou deux, plus le premier ministre, qui ont pris la décision. Moi, j'étais dans le gouvernement. J'ai dit qu'ils ont trompé le président parce que certainement que le président n'a même pas lu. Ils lui ont dit que c'est dans l'accord. Il a donné son feu vert. Ils sont allés présenter au Conseil de sécurité pour le valider. Ils sont revenus, on n'a pas présenté au gouvernement. Moi, j'étais dans le gouvernement. Le premier ministre était en train de présenter à l'ONU lorsqu'on est venu nous le distribuer à la fin du conseil. Ce jour-là, j'ai donné mon avis, vous pouvez demander aux autres ministres. J'ai dit que ce qu'on est en train de faire n'est pas normal. On est en train de donner à la rébellion ceux qui n'ont eu ni par la guerre ni par la diplomatie. Ce jour, on m'a dit que ce n'est pas le débat. Moins de 10 jours après, moi, je n'étais plus membre du gouvernement. Et personne ne m'a vu en tant que porte-parole du gouvernement de venir parler de ce document. Parce que j'ai considéré que c'est un acte de trahison. Ça consistait en quoi? À aller balayer les organes élus par les populations pour les remplacer par des personnes qui sont désignées par les mouvements rebelles et le gouvernement. C'est pour cela que les populations de Gao, moi je suis sorti du gouvernement le 7 juillet, les populations ont manifesté le 12 et on a tiré sur elles. Il y a eu des morts. Les seules populations qui ont résisté à l'occupation, maintenant on vient par lâcheté tirer sur elles parce qu'elles ne voulaient pas accepter un acte arbitraire. Mais ils ont imposé ça à tout le monde. Il y a des gens qui ont manifesté pour dire qu'ils les soutiennent. Ils ne sont même pas au courant de ce qu'il y a là. On a dissous le conseil régional de Kidal. Pour nommer un nouveau conseil, la rébellion a désigné quelqu'un à la tête et les membres élus là sont devenus ses adjoints. À Gao, on a désigné une délégation de 11 personnes. Tout le monde sait que dans la région de Gao, c'est les populations noires qui sont majoritaires. Mais sur les 11, sur les 8, sur les 11, il y a 8. Il n'y a que 3 qui sont des populations noires. Parce que c'est la rébellion qui a, avec le gouvernement dans un bureau et un ministre, ils désignent de remplacer ceux que les populations ont élus par des gens qui nomment. On désigne ceux qu'ils appellent les conseillers spéciaux du gouverneur. Souvent dans des régions, c'est des analphabètes qui ne savent ni lire ni. Ils viennent en fin de mois prendre leur salaire. Et puis ils s'en vont, il y en a même qui sont dans les camps de réfugiés. Mais quand un gouvernement fait ça, ne venez pas dire que c'est tous les Maliens. Il y a des responsables. Ce n'est pas tous les Maliens, ce n'est pas tout le gouvernement. Ça n'a jamais été discuté au niveau du gouvernement. Vous avez parlé effectivement de l'agriculture. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats sur ça. Le Mali, son avenir, effectivement, c'est le développement de l'agriculture. Pas avec des slogans, on a ajouté 15% et puis après tout l'argent est détourné. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, et puis encore cette histoire de dire qu'on a alloué 15% du budget à l'agriculture. Il faut rendre à César ce qui a cessé. C'est ATT, après ce qu'on appelle la conférence de Maputo, où l'Union africaine a demandé à tous les pays de développer leur agriculture. Ils ont demandé d'investir au moins 11%. C'est ATT qui a commencé ça. Après, on a continué. Mais ce qu'on fait de ces 15%, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de gens qui sont en détention aujourd'hui. Vous savez un peu comment ça s'est arrivé. Le budget dit alloué à l'agriculture n'est pas utilisé à l'agriculture. Tout le monde le sait. Sinon, l'avenir du Mali, je crois que ça, tous les gouvernements le proclament, même si leur façon de faire est différente, c'est dans le développement de l'agro-industrie. Demba Diabira a fait une bonne contribution. Il dit que quels sont les aspects de l'APER qui sont à négocier. Je ne peux pas les citer tous de mémoire.
l'accord ici, je peux juste vous en citer quelques-uns. Vous savez, l'accord, depuis son entrée, depuis le préambule, a parlé de la nécessité de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Je pense que c'est ce qui doit primer surtout, l'intégrité du territoire. Et dans l'article 1, on a parlé de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État, son caractère républicain et laïque. À partir de ça, normalement, tout ce qu'il y a là-dedans comme dispositions qui peuvent amener à remettre en cause ce qu'il y a dans le préambule, on l'enlève. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné un bon préambule, sur quoi on est d'accord, mais à l'intérieur, sous couvert par exemple de renforcer la décentralisation, on crée dans les régions ce qu'ils appellent les conseils de région. Les présidents des conseils, c'est pratiquement des chefs d'État à l'intérieur du Mali. Je vous dis que les pouvoirs qu'ils ont, le président du conseil élu, on dit qu'il est le chef de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il faut prendre les dispositions légales, les lois et les textes, il les vote, c'est lui qui les applique encore. Il a plus de pouvoir que le président de la République. Tout le reste vient de ça. Vous allez voir dans l'accord les aspects qu'ils n'ont pas montrés aux Maliens. Quelqu'un a vu un débat que j'ai eu avec les rebelles sur la télé. Je leur ai dit, mais le 20 juin, qu'est-ce qu'on a ajouté? On n'a jamais montré aux Maliens. Parce que le 15 juin, ils ont refusé de signer, ils ont signé le 20 juin. Mais qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Mais nous, on a les documents. Mais là-dedans, et c'est ça qu'ils veulent faire, quand vous dites par exemple que l'armée au nord doit être composée prioritairement et majoritairement des gens de la CEMA et les autres, ce n'est plus une armée nationale. 80% doit être des gens du nord. Ça, ce n'est plus une armée nationale. Le commandement doit être quelqu'un du nord. Ce n'est plus une armée nationale. Dans la décentralisation telle qu'il les prévoit, on dit que si on découvre des minerais dans une région, supposons on découvre aujourd'hui du pétrole à Gao, le gouvernement malien ne peut pas l'exploiter sans que les conseils de région des 5 régions du Nord délibèrent et donnent leur accord. Et les autres régions du Mali. Et en plus, la région, on a découvert, il faut que la région donne son accord. Or, tout le monde sait que ces régions-là, aujourd'hui, Kidal, il n'y a même pas un franc qui est payé aux impôts. Depuis des années. C'est les autres régions qui financent l'activité administrative et économique là. Kaï où on extrait l'or. Si Kaï dit que tout l'or doit rester à Kaï, où est-ce qu'on va aller? Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Et c'est des dispositions, ça foisonne comme ça. Même la Constitution qui veut le réviser, c'est pour mettre des dispositions du genre qui vont encourager la partition du pays. Sous le couvert de mettre l'accord en œuvre, on dit qu'il faut que les populations du Nord aient une meilleure représentativité dans les institutions. Ça veut dire une surreprésentation. Je viens vous donner le découpage qu'on a fait si on l'avait appliqué. Les populations de Sikasso et autres qui sont les plus nombreuses, ils allaient avoir 5 fois moins de députés que les régions du Nord. Mais ça, c'est la source d'une autre rébellion. Au nom de quoi on va exploiter l'or dans la région de Kaï, on verse dans le trésor pour payer les salaires pour tout le monde, et demain, une région se lève, on dit si on trouve quelque chose chez eux, d'abord quand on l'exploite, il faut que 20% reste. Ensuite, ce qui va à l'État, il faut que les 40% soient investis au nord, pendant 20 ans. Nous, où est-ce qu'on va aller? Donc, il y a une série d'actions comme ça, il y en a beaucoup, je ne peux pas m'attarder sur tout, qui ne sont pas acceptables. Vous dites que j'étais membre du gouvernement, effectivement, pourquoi je n'avais pas parlé en son temps? Vous savez, il est bon que j'insiste pour que vous compreniez quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais vous étiez membre du gouvernement, pourquoi vous présentez contre Ibeka? J'ai dit, mais Ibeka n'a pas été pendant 6 ans Premier ministre de Alpha. Il s'est présenté contre la volonté d'Alpha en 2002. Le parti de Ibeka a siégé dans tous les gouvernements de ATT de 2002 à 2007. Tous les gouvernements, il y avait au moins 3 ministres du RPM là-dedans. Ils étaient présidents de l'Assemblée nationale, ils ont voté toutes les lois. En 2007, pourtant, Ibeka s'est présenté contre ATT. Pourquoi on ne lui a pas dit de ne pas le faire? Emmanuel Macron était dans le gouvernement de Hollande. Ce n'est pas eux qui ont poussé Hollande dehors.
Donc c'est des arguments qu'au Mali on sort parce que les gens qui ne comprennent pas la politique, ah oui, oui, il était dans le gouvernement, il ne doit pas parler. Mais ça ne veut rien dire. Quand vous venez dans un gouvernement, je vais vous expliquer. Il y a 2 décrets qu'on vous donne. Il y a un premier décret qu'on vous donne pour dire que vous êtes ministre. Il y a un deuxième décret qu'on vous donne pour vous dire de quoi vous êtes venu vous occuper dans le gouvernement. On appelle un décret qui détermine les attributions spécifiques du ministre. Pourquoi vous êtes venu dans le gouvernement? On vous dit de quoi vous êtes venu vous occuper. Vous ne vous occupez pas du tout. Il n'y a que le Premier ministre qui coordonne et le président. Même en conseil des ministres, quand un ministre expose un sujet, tu ne te lèves pas pour dire que tu as un avis là-dessus. C'est si le président veut, il vous demande qui a un avis là-dessus. Ce n'est qu'à la demande du président que tu peux donner ton avis. Deuxièmement, même si tu donnes ton avis, ils ne sont pas obligés d'en tenir compte. Même si tout le gouvernement donne un point de vue, si le président n'est pas d'accord, ce que le président veut, c'est ça la décision du gouvernement. Il faut que vous compreniez comment le gouvernement marche. Ce n'est pas comme les systèmes parlementaires où souvent on vote même les décisions. Comme en Israël, en Allemagne, où on vote souvent le Premier ministre, on le met en minorité. Chez nous, ce n'est pas comme ça. La conclusion que le président tire à la fin du Conseil des ministres, c'est ça la décision du gouvernement. Et donc vous pouvez avoir un avis qui n'est pas pris en compte, mais si vous dites que chaque fois que tu n'es pas d'accord, tu sors, mais tu n'auras même pas avec ta femme et tes enfants. On ne peut pas être dans un regroupement où tu as toujours ce que tu veux. Chaque fois que tu n'es pas content, tu sors. Tu peux même amener des propositions qu'on rejette. Parce qu'on a un système politique où c'est le président qui est élu, c'est lui qui a un contrat avec le peuple. Ce n'est pas les ministres. Les ministres sont des employés. Pour parler terre à terre. Parce que c'est lui que le peuple a choisi. Donc si tu veux faire quelque chose, il peut te dire non, ça ne me permet pas de réussir mon mandat, donc ça ne va pas se faire. Et tu dis que tu démissionnes chaque fois que le président dit non, mais tu ne vas jamais travailler. Mais il y a des moments où on demande de quitter. Quand cette histoire des autorités intérimaires est intervenue, j'ai dit clairement que c'est un acte qui n'est pas conforme ni à l'accord ni aux intérêts du Mali. On m'a dit que ce n'est pas le sujet. Vous savez, chacun a son tempérament. Il y a des gens qui aiment les actions d'éclat. Démissionner pour que tout le monde le sache. Moi, ce n'est pas mon tempérament. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Ce jour-là, Dieu m'est témoin et je l'ai dit à la télévision d'ailleurs. J'ai réuni les membres de la direction de mon parti, les vice-présidents. Je leur ai dit que je ne peux plus travailler dans cette équipe. Ce que je les vois faire là, ce n'est pas ça ma conviction. Mais dans la période difficile que nous vivons, il faut apprendre à être responsable. C'est-à-dire les démissions à tout va faire du bruit. Le pays était dans une situation où ce n'est pas... J'ai dit donc, je vais demander au Premier ministre de me libérer de mes fonctions, c'est tout, sans faire trop de bruit. Alors il y a un ancien qui m'a dit, il faut faire attention. Dès qu'il y a une démission, ça va faire des bruits. C'est qu'il y a, si ce que tu nous as dit là, tu l'as dit en Conseil des ministres, et que tu as refusé en tant que porte-parole d'aller défendre ce dossier à la télé, il ne faut même pas, ils ne pourront plus travailler avec toi. Dans quelques semaines maximum, ils vont te sortir. Si ils ne te sortent pas, tu démissionnes. Effectivement, 5 jours après, je suis sorti du gouvernement, à l'initiative du Premier ministre. Mais c'est quelques jours après qu'on a voulu installer les autorités intérimaires à Gao, il y a eu des morts. Deuxièmement, mais je pouvais avoir tort. Il ne s'agit pas de penser que chaque fois que tu n'es pas d'accord, c'est toi qui as raison. Peut-être que quand on a présenté cette histoire d'autorité intérimaire à Ibeka, on lui a dit que c'est ça la solution. Certainement qu'il n'a rien, lui, il a donné son accord. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont trahi sa confiance. Mais au résultat, c'est que ça n'a servi à rien. En politique, on juge au résultat. Une politique n'est bonne qu'au résultat. Quand l'accord a été signé, l'État malien était à terre après la défaite de Kidal. Il n'avait aucune possibilité de résister en tant qu'État. La seule chose qu'il devait faire, c'est de mettre des gens compétents pour les négociations. C'est ce qui n'a pas été fait. L'accord n'a pas été négocié par des équipes à la hauteur. J'ai dit qu'il n'y a pas d'équipe de juristes spécialisés.
Il n'y a pas de gens très expérimentés. On a pensé à la quantité. On remplissait l'avion, société civile, des femmes, des jeunes. Bon, c'était un peu politique, quoi. Or, les négociations, c'est une question de spécialistes. Deuxièmement, même quand l'accord a été signé, tous les États dans l'histoire de l'humanité qui sont tombés, on leur a imposé des accords qui leur sont défavorables. C'est dans la mise en œuvre, le comportement du gouvernement, petit à petit, qu'il récupère ce qu'il a perdu dans les négociations. Mais chez nous, non seulement on n'a pas récupéré ce qu'on a perdu, mais nous-mêmes, on est venu encore enfoncer le Mali. Cette histoire d'autorité intérimaire, je vous dis que ça n'existait même pas dans les accords. Donc on a remis au pouvoir, à la rébellion, le pouvoir politique. Ce qui n'était pas prévu. Vous avez demandé si la présence étrangère, pourquoi malgré tout il y a la multiplication de l'insécurité. Je crois que dans le développement que j'ai fait avant, j'ai expliqué le jeu trouble, le double jeu de la communauté internationale et de la France, qui ont été appelés pour aider le Mali à chasser les terroristes et réinstaurer l'intégrité du territoire. Ils n'ont pas chassé les terroristes, ils n'ont pas restauré l'intégrité du territoire. Ils ont au contraire empêché l'intégrité du territoire de s'installer. Mais Kidal, Amadou Koufa, quand Iyad a été chassé de Konna, Amadou Koufa c'était l'imam, il avait désigné imam de Konna, il est allé avec tous ses talibés au nord. Quand Iyad ont fui, ils ont pris la route Sévaré-Gao. Pourquoi on ne les a pas frappés? Ils sont allés à Kidal, ils sont remontés. Ils sont allés s'organiser. Pendant qu'on a fait de Kidal un État dans l'État, ils se sont organisés pendant 2 ans et ils sont revenus en 2015. 2015, si vous vous rappelez au centre, c'était les chefs de village et les imams Peul qu'on tuait. Ce n'était pas les Dogon encore. Pour terroriser les Peul. C'est à partir de fin 2015, début 2016 qu'ils ont commencé à attaquer au Dogon. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient attaquer les hameaux Dogon, ils mettaient le feu, ils brûlaient leurs greniers et ils partaient se réfugier chez les Peuls. Donc quand les gens se lèvent, ceux qui les ont tués ont couru pour aller se réfugier dans les hameaux Peuls, donc ils sont en complicité. Les Dogon aussi vont tomber sur les Peuls. C'est comme ça que l'engrenage a pris. Mais dans des situations comme ça, qui doit être là pour faire l'arbitre? C'est l'État. L'État n'était pas là-bas. Et quand il n'y a pas d'État, c'est la porte ouverte à tout. Quand le sang coule, c'est fini. Vous savez, les problèmes ethniques et les problèmes religieux, c'est les plus dangereux. Quand on met dans la tête de quelqu'un qu'on est contre son ethnie, les gens ne réfléchissent même pas. La religion et les problèmes ethniques, c'est très dangereux. Et c'est ce qui nous est arrivé au Mali. On a mélangé les choses. Et la question du Nord, c'est comme si vous avez une gangrène dans le pied. Si ce n'est pas soigné, ça remonte dans tout le corps. C'est du Nord qu'est venue la gangrène. Et c'est pourquoi je dis que tant que la question de Kidal n'est pas réglée, on a beau nous dire tout parce que c'est là-bas la gangrène. Tant que l'État n'est pas restauré à Kidal, dans toutes ses dimensions, il n'y aura jamais la paix au Mali. Et d'ailleurs, ce sont les militaires français, je l'ai cité dans le document que j'ai dit, le chef d'état-major de l'opération Barkhane, qui a dit dans une conférence de presse en novembre 2017 que les mouvements signataires de l'accord, il y en a qui ont un pied dans l'accord et un pied avec les terroristes. Mais quand c'est ça, pourquoi vous ne trouvez pas une solution? Pourtant, c'est eux qui les protègent. Ils sont connus. Dans les rapports des Nations Unies, les derniers rapports, c'est dit très clairement qu'une partie de la direction des mouvements signataires est en connivence avec les terroristes. Quand vous savez ça, vous ne faites rien. La population est obligée de dire que vous êtes en complicité avec elle. C'est ce qui donne le sentiment aux Maliens que la présence des forces internationales ne fait que multiplier les situations de crise. Et puis de toute façon, une guerre, vous êtes venu pour faire la guerre pour qui est la paix. S'il n'y a pas la paix, les gens sont obligés de vous suspecter. S'il y avait eu la paix, personne n'aurait rien à dire. Tous les mouvements anti-français n'allaient pas sortir. Mais du moment qu'il n'y a pas la paix, la situation, quand Ibeka venait au pouvoir, la crise c'était à Kidal, c'est descendu à Gao, c'est venu au centre, maintenant c'est en train d'aller vers Bamako. Donc, à partir de là, les gens sont en droit de contester la présence internationale. Vous avez Ablaye Tamboura, il est chercheur géopoliticien. Bon, il a donné beaucoup d'informations, comme il a dit, c'est parole contre parole.
Vous savez, moi, je vous invite à lire mon livre. Dans mon livre, tout ce qu'il y a là-dedans est documenté. Il n'y a aucune affirmation gratuite là. Et je vous ai dit que j'ai consulté toute la documentation écrite sur le Nord de 1898 à 2018. Et tous les chercheurs ont établi que les populations, la zone dite Azawad était peuplée d'abord par les populations noires, les Songoï et les Bella. On est allé jusqu'au 7e siècle, ce n'était pas la peine d'aller au-delà. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai dit aujourd'hui, ça ne peut pas servir d'argument. Si vous prenez aujourd'hui les Sénoufous, ils sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont en Côte d'Ivoire. Et s'ils peuvent se lever pour dire que le nord de la Côte d'Ivoire c'est leur pays et donner un nom qui est le Kénédougou. Vous prenez les Sarakolais, ils sont au Mali, il y a une partie qui est au Sénégal, une partie en Mauritanie. Ils peuvent se lever pour dire que c'est comment dire, l'empire du Ghana, ils veulent le reconstituer. Vous prenez les Soreilles, ils sont au Mali, au Niger, au Burkina, au Togo, un peu partout. Ils peuvent se lever pour dire constitution. Donc c'est des faux arguments qui ne tiennent pas. C'est-à-dire c'est les jeunes Touaregs là qu'on a endoctrinés dans les milieux sécessionnistes ici, qui ont voulu sortir ces arguments-là. Et puis dans l'histoire contemporaine, il n'y a pas un royaume, un empire dirigé qui a été formé au nord. Pourtant, que ce soit Kankou Moussa, que ce soit Soni Alibert, dans leur armée, il y avait des Touaregs, il y avait des Arabes. Les grandes mosquées de Gao et Tombouctou qui ont été construites, ce n'est pas des Sarakolais, des Bambara et des Soreilles. Donc c'est des faux arguments qu'on est venu sortir pour essayer de justifier la rébellion. Grémont dont vous parlez, c'est l'un des idéologues du séparatisme. Charles Grémont, c'est l'idéologue numéro 1 du séparatisme. Et Pierre Boilly. Donc vous ne savez pas avec ceci qu'on va donner des arguments qui ne sont pas favorables aux théoriciens. Je les ai cités suffisamment dans le livre. Allez-y voir ce qu'ils disent. C'est des théoriciens du séparatisme qui font croire que les Touaregs c'est leur pays, qu'on est venu occuper, qu'on a divisé entre le Niger, le Mali, l'Algérie. Quel est le peuple qui n'a pas été divisé entre les États? Les Sorains ont été divisés entre les États, les Bamana ont été divisés entre les États, les Peuls n'en parlons même pas, les Sarakoles sont divisés entre les États, mais ça ne peut pas être un critère. Ça ne peut pas être un critère. Et puis d'ailleurs, pourquoi c'est au Mali? Il y a des Touaregs en Algérie, pourquoi ils ne demandent pas un État indépendant? Il y en a en Libye. Chaque fois que c'est question de rébellion, c'est lorsque l'État est affaibli ou on croit que l'État est affaibli que ça se lève. En 90, ce n'est pas par hasard que ça coïncidait avec ce qu'ils appellent les revendications pour le multipartisme. Tout le monde savait ce qu'il y avait en dessous. Quand la rébellion a éclaté, que l'armée a fait face les premiers moments, ici, il y avait des gens comme Bernard Kouchner qui ont voulu même accuser le Mali de génocide. Ils ont voulu même intenter à l'ONU faire introduire une résolution pour génocide contre le Mali. Le gouvernement malien l'a invité au Mali pour se promener, voir partout. Chaque fois que la rébellion est partie au Mali, les déclencheurs sont venus de l'extérieur. Ce n'est pas la majorité ni des Touaregs ni des Arabes. Maintenant, le fait que, effectivement, vous avez dit des choses que nous, on savait plus ou moins, sauf que vous avez l'avantage d'avoir été invité à ces réunions. Nous savons qu'il y a eu plusieurs réunions. Même en 1980, déjà, quand Kadhafi a organisé les gens, les jeunes Touaregs, pour préparer la partition du Mali, ils ont fait des réunions ici aux affaires étrangères. Quand vous lisez mon livre, vous allez voir, il y a les détails là-dedans. En ce moment, Kadhafi fricotait avec les pays qui voulaient diviser le Mali avant qu'ils ne viennent tomber sur lui après. 2012, ils sont venus de Libye. Ils ont traversé No Man's Land, tous les États dans les parties frontalières. Il y a des zones pour diverses raisons, il n'y a pas de personne. Mais pourquoi ils ne sont pas allés au Niger? Pourquoi ils ne sont pas allés en Algérie? Ils ont traversé pour venir au Mali. Comme Ramata l'a dit, le Niger a dit on ne rentre pas chez nous avec des armes. Mais chez nous, le président savait qu'il n'avait pas d'armée. Donc il voulait arranger. Quelqu'un qui vient avec des mauvaises intentions, il veut te faire la guerre, ce n'est pas en le caressant dans le sens du poil. Il faut qu'il sache que s'il fait la guerre, il va perdre. Il vaut mieux pour lui de ne pas faire la guerre. C'est en ce moment qu'il ne la fait pas. Même aujourd'hui, regardez les dernières publications de Grémont. Les chercheurs, les Grémont et les Boilly. Ils justifient toujours
le fait que l'Azawad doit être indépendant. On a localisé là où se trouve l'Azawad géographiquement. Vous croyez que les Soirées vont accepter de s'appeler l'Azawad? Les Tombouctiens vont l'accepter? Même les gens de Kidal, ils ne vont pas accepter. C'est un mythe qu'on a créé. C'est une cuvette au nord de Tombouctou. On a créé le mythe fédérateur pour essayer de regrouper les gens autour de ça. Maintenant, s'il y a des théoriciens qui développent ça, le problème c'est qu'au Mali, il n'y a pas de contre-théoriciens. Nos chercheurs, les hommes politiques, les diplomates sont tous assis. Ou bien ceux qui ont fait des recherches n'ont pas eu les moyens de les vulgariser. Les livres là, vous savez ce que ça a coûté de l'écrire? C'est sur nos propres moyens. Pendant 6 ans, on a voyagé, on a écrit. On l'a publié à nos propres moyens, personne. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Parce qu'on avait des objectifs à atteindre. Alors, donc, le MNA, vous savez, le MNA a été créé en 2009. Ça veut dire stratégiquement, les gens préparent le mouvement national de l'Azawad. Quand vous lisez les statuts de ce mouvement et leurs déclarations de création, dans un État qui se respecte, on ne leur donnerait jamais un récépissé. Mais au Mali, on l'a fait. Parce que l'État était faible. Un mouvement qui se donne comme mission de protéger des populations de l'Azawad, de défendre leurs intérêts. Ça, ce n'est plus un mouvement associatif normal. Il se met à la place de l'État. D'ailleurs, ils ont arrêté brièvement les principaux responsables, on les a libérés, les Moussa Agacharatmal et les autres. Mais ils se préparaient déjà. Maintenant, quand effectivement les gens de Bahanga se sont ajoutés à eux, ils ont créé leur mouvement. Quand les autres sont venus de Libye, en réalité, ce n'est pas c'est l'ensemble du mouvement qu'il y a à chercher à diriger. Tout le mouvement. C'est les grandes tribus Touareg là qui lui ont dit non, les Iforas. Parce qu'ils avaient leur agenda. Donc il a dit que lui n'est pas là-dedans, il allait créer son mouvement. Parce que ce que vous ne savez pas, l'autre a parlé de féodalité, c'est que là-bas, les relations sont effectivement pas comme les gens imaginent. Vous allez voir dans mon livre, toutes les rébellions ont comme épicentre Kidal. Et j'ai expliqué la convention du 15 septembre 1907 que l'État français est venu appliquer en 2013. L'ADRA des Ifogas appartient aux Ifogas et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. 15 septembre 1907. En 2013, l'ADRA des Ifogas appartient aux Ifogas, les gens du MNLA et du HCIA, et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer, les Tchadiens et la MINUSMA, pas le Mali. C'est pourquoi j'ai dit que la mère des fautes politiques et stratégiques que la France a commises, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait exprès, c'est d'empêcher l'armée de rentrer à Kidal conformément à l'engagement pris au moment de l'intervention de l'opération Serval. Ça n'a pas été fait et naturellement Yad s'est mis à côté. Gamou, l'avantage c'est que ceux qui sont rentrés de Libye, il y a plusieurs contingents. Les Imgad, Gamou les a rapprochés pour qu'ils se désolidarisent de ceux qui veulent faire la guerre. Il est venu le dire à Tété, bon, qui a pensé qu'on a trouvé la solution. Mais il y a une minorité qui est déterminée, dirigée par le chef militaire du MNLA, Agnaji, le colonel Agnaji, qui depuis 1990 avait refusé les accords de Tamaracet. Il est revenu et ils étaient déterminés à faire la guerre. Mais quand quelqu'un veut faire la guerre, il faut lui faire la guerre. Mais la réalité, c'est qu'ils n'avaient pas confiance en l'armée. Et ils sont passés à l'offensive, ayant la garantie et le soutien politique et diplomatique de qui on sait. Quand ils ont assassiné les militaires à Galhop, qui ont monté au créneau pour parler des grands succès du MNLA dont l'État malien doit prendre en compte. C'est le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Vous croyez que les studios de France 24, on se lève comme ça, vous garez votre voiture, vous rentrez là-dedans? C'est qu'on vous a laissé rentrer par toutes les voies de contrôle. Et puis vous êtes venu au micro pour déclarer l'indépendance d'un État. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui, aller à la télévision malienne et déclarer l'indépendance d'une partie de la France que l'État français ne reconnaît. Le lendemain, l'ambassade, l'État français va demander de quotas à l'État malien. Et donc ça a été fait. Et puis ces gens-là, ceux qui ont parlé après, vous avez les citations de Hamad Mahmoud, ceux qui ont conclu avec la France, ils ont dit, on va vous aider à créer un État, diviser le Mali. Parce qu'il y a ça. Mais qu'est-ce que la France peut avoir avec des mouvements séparatistes qu'elle ne peut pas avoir avec un État, un gouvernement légitime, il négocie avec. Si c'est les minéraux, de toute façon les minéraux, nous on ne peut pas les exploiter.
Pour les exploiter, on négocie avec les firmes étrangères. Mais les firmes étrangères, la France n'est pas exclue. Et puis comme je dis, on a quand même il ne faut pas être naïf, les relations internationales sont faites d'alliances politiques stratégiques. Aucun pays n'existe aujourd'hui qui n'est pas dans des alliances stratégiques. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va s'installer à la tête du Mali et puis son objectif c'est d'aller en conflit avec la France. Pourquoi? Vous posez sur la table les intérêts de votre pays et vous négociez de partenaire à partenaire. Je ne vois pas ce qu'ils vont avoir avec la rébellion qu'ils ne peuvent pas avoir avec... sauf si les gens ont l'idée de venir piller seulement. Faire du pillage et qu'il n'y ait aucun gouvernement, que les peuples n'ont rien. Si c'est ça qu'ils ont dans l'idée, en ce moment on est obligé de se poser des questions. Comme effectivement, j'ai cité dans mon la dernière réflexion que j'ai faite, la faillite de l'État. Vous allez voir là, il y a deux citations qui donnent à réfléchir. Le Premier ministre français, au moment de la décolonisation, Pierre Messmer a dit dans ses mémoires qu'au moment de l'indépendance, ils ont donné l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui le réclamaient avec intransigeance. C'est lui qui l'a dit dans ses mémoires. Deuxième citation qui donne à réfléchir, c'est quand l'opération Barkhane a été créée. Il y a un journaliste français, Laurent Larcher, qui a accompagné le chef de Barkhane et qui l'a rapporté dans un débat. Il dit que le chef militaire de Barkhane a dit aux militaires français, sur la base de Faya Largo au Tchad, nous étions là, nous sommes venus ici à 100 ans, nous sommes repartis d'ici à 60 ans, on est revenu maintenant pour 100 ans. Ça c'est en 2016. C'est le journaliste français qui a accompagné le chef de Barkhane qui s'est adressé comme ça à leur militaire. Quand vous prenez ces genres de citations, vous voyez comment la situation s'est enlisée. Les gens sont en droit de se poser des questions. Est-ce que l'objectif de toute cette intervention étrangère, c'est de ne pas de créer le chaos dans notre pays pour justifier la permanence pendant 100 ans et quelques, sinon plus, des forces étrangères dont on n'est plus des États indépendants? Tout ça, c'est des questions qui doivent être versées dans le débat politique. Mais je dis, tout cela, les intellectuels, les universitaires, les hommes politiques, ils ont le droit de débattre de tout ça. Mais ceux qui ont la direction du pays à un moment T, c'est à eux d'expliquer, de défendre, de justifier, de discuter, pour défendre les intérêts supérieurs de leur pays. C'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Sinon, le fait que la France cherche ses intérêts. Vous avez vu un État qui ne cherche pas ses intérêts? Ça n'existe pas. Mais ceux qui sont à la tête du pays, c'est eux de défendre leurs intérêts. Vous avez vu récemment quand la France a taxé les GAFA ici, les grandes firmes dans le numérique américain, pour un montant total de 400 millions de dollars. Mais les Américains ont taxé, pourtant ce sont des alliés, ils disent qu'ils sont des amis. Ils ont taxé leur fromage, les vins et autres à 2 milliards et quelques, mais les Français ont reculé après. Parce que les États, c'est les intérêts. Mais il faut discuter. Mais lorsqu'un gouvernement est incompétent, il est corrompu, il y a, comme dit ma soeur, la malgouvernance, il ne peut rien défendre. Mais en ce moment, ne vous en prenez-vous d'abord à vos dirigeants, après à la France. C'est pourquoi j'ai dit les manifestations anti-françaises au Mali. Quand vous regardez, nous on était à Bamako, mais il y a des activistes pro-régime qui étaient là-bas. Les gens qui brûlaient les drapeaux français là, ce n'étaient pas tous les gens de l'opposition, les manifestations de la société civile, hein. On se connaît bien au Mali. Parce qu'à un moment donné, la colère concentrée sur la France a fait qu'on a oublié le gouvernement. Toute la colère du peuple, c'est sur la France. Donc eux, ils dormaient tranquillement, ils buvaient du petit lait, jusqu'à ce que Macron s'est mis à les menacer. Dès que Macron les a menacés, ils ont pris le micro de main. Ah, ceux qui manifestent contre la France, c'est des ennemis des Famas, c'est des ennemis du Mali. Tout ça doit faire l'objet d'analyses particulières pour qu'on ne se laisse pas embarquer par souvent des gens qui ont des agendas différents de l'agenda réel du peuple malien. Alors, ensuite, je crois que je
suis allé très loin. Les accords de Tamaracet, vous savez, il y a eu ce débat avec beaucoup de responsables politiques maliens. Dans ce livre-là, je crois que vous l'avez parce que vous avez les chercheurs là, j'ai largement expliqué les accords de Tamaracet, comment ils sont survenus, qu'est-ce qu'ils demandaient au départ. Et cette fameuse histoire de dire que c'est sous Moussa qu'on a dégarni le Nord, je l'ai expliqué même l'autre jour à la télévision. Ce qu'on appelle la guerre asymétrique là, c'est-à-dire l'armée qui n'a pas en face une armée régulière. Ça a toujours été le mode d'action des rébellions. De tout le temps. La rébellion ne se met jamais en face de l'armée. Donc quand maintenant on invente le terme guerre asymétrique, on ne voit pas l'ennemi en face, ça a toujours été comme ça. Pendant la pénétration coloniale en 1893, les premiers groupes de militaires soldats qui ont perdu, il y a un qu'on appelle le lieutenant de vaisseau Aube. Il avait 19 militaires, ils ont tous été massacrés dans la région de Tombouctou. On les a surpris à l'Aube. En 1894, il y a un lieutenant qui s'appelle Boigny. Il avait 192 militaires, ils ont tous été massacrés au matin. Et les gens ont disparu dans la nature. Mais les militaires français sont réunis pour réfléchir sur l'antidote. Au Mali, au moment de la rébellion, je vous ai dit, 28 juin, attaque Tinderman, ils égorgent le chef d'arrondissement. 29 juin, ils frappent à Menaka. 2 jours après, ils frappent jusque vers Nara. Ils frappent en plusieurs lieux pour donner le sentiment d'une insurrection généralisée. L'armée a perdu plus de 60 personnes en quelques jours. Mais le commandement militaire s'est réuni et il a élaboré une nouvelle stratégie contre-insurrectionnelle. Et l'une des approches que j'ai décrites dans le livre, parce que j'ai été parlé avec des militaires, c'est qu'ils ont décidé de multiplier les postes militaires partout dans la région. Ils ont décidé de mettre une ceinture autour de Kidal. C'est pas de 60 à 80 km. Et ils ont dit que toutes les populations civiles doivent rejoindre l'intérieur de cette ceinture. Tous ceux qui sont dehors, ils sont considérés comme des ennemis ou leurs complices. Parce que les gens, ils frappaient les militaires ils partaient se réfugier dans la population civile. Mais c'est les militaires qui avaient les choses en main en ce moment qui ont élaboré cette stratégie. Mais ceux qui sont en fonction aujourd'hui n'ont qu'à élaborer la nouvelle stratégie au lieu de rester tout le temps à nous dire ah oui, c'est des attaques asymétriques, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Or, tout le monde sait le problème qu'il y a. Il y a un problème de commandement. C'est au Mali que la gangrène s'est proliférée. Elle est allée maintenant s'étendre au Burkina et au Niger. Donc, quand la guerre a été terminée militairement, les rebelles ont été encerclés jusqu'à Kidal. Je vous ai dit que moi, je me suis entretenu avec le chef du commandement opérationnel, le colonel Monekata, paix à son âme. Il m'a dit qu'il a exigé qu'il y ait une lettre de réédition en bonne et due forme. Peut-être s'ils ne l'ont pas fait disparaître, comme le registre des entrées de Koulibassou Moussa, on peut le trouver au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense, on doit pouvoir le trouver là-bas. Mais comme au Mali on fait disparaître certains documents, on ne le trouvera pas. C'est lui qui me l'a dit. Et quand maintenant ils sont rentrés en phase de négociation, c'est les notables Touaregs qui ont dit, les enfants là maintenant, ce qu'ils demandent, ils ont peur qu'on les arrête tous, parce qu'ils pensaient qu'on allait les éliminer tous. Ils ont dit, ils souhaitent qu'on signe un accord dans un lieu neutre où ils sont rassurés. Une fois que l'accord est signé, ils sont d'accord, ils vont venir au bout. L'accord de Tamaracet, les négociations ont duré 9 heures de temps. Comme je vous ai dit, le ministre algérien de l'Intérieur a fait un discours, il a donné la salle, il s'est retiré. Ils se sont assis de 9h à 3h, ils ont fini, ils ont conclu. C'est 13 articles. C'est un accord cadre. Il n'y a rien de contraignant là-dedans pour l'État. Et c'est en ce moment que les rebelles ont dit qu'il faut diminuer le nombre de postes militaires. Qu'ils les demandent ou non, l'armée allait le faire. Parce que de toute façon, il ne peut pas regarder. L'État n'a pas les moyens de maintenir tous ces postes. Donc tous les postes militaires que l'armée a multipliés, ces postes ont été réduits, mais les camps militaires, aucun camp militaire n'a été fermé. Mais la réalité, c'est que quand le régime est tombé, la rébellion a eu du temps pour se réorganiser, plus les divisions internes. À la conférence nationale, ils ont pris l'accord de Tamaracet, on l'a reconnu du bout des doigts, mais on a dit qu'il faut faire des négociations. À partir de ce moment, on a ouvert la porte à des nouvelles négociations. On a fait 8 mois en train de négocier. Et c'est à la fin qu'ils sont venus dire qu'ils sont 3600 maintenant. Des gens qui étaient 250 il y a un an. Et puis c'est que moi je dis souvent à mes amis en politique. Je dis, supposons par exemple que l'accord de Tamaracet
n'était pas bon. Mais quand Moussa est tombé, pourquoi on n'a pas mis ce qui est bon? Pourquoi on n'a pas ramené les postes militaires? Parce que la nouvelle doctrine, c'est que les mouvements de rébellion sont une composante du mouvement démocratique, auquel on ne doit pas faire la guerre, qu'il faut les appeler, les associer au pouvoir, en partant du faux diagnostic qui consiste à dire que ces partis ne sont pas associés au pouvoir, qui sont en rébellion. C'est ça la triste réalité, mais comme c'est des débats politiques, on peut toujours... à l'âge Gamou, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Gamou, l'actuel gouverneur de Kidal, et les Yad et tout, ils étaient tous dans la direction. Après les accords de Tamasset, le président Moussa les a tous fait venir à Bamako. Ils ont fait presque une semaine là-bas. Ils ont visité tout le Mali. C'est là qu'ils ont dit qu'ils ont 250 personnes à intégrer dans l'armée. Les restes ont demandé des champs pour faire l'activité agricole. D'autres ont dit qu'ils veulent faire le transport, ainsi de suite, pour quitter la condition dans lesquelles le régime est tombé en 91. Maintenant, ce qui est arrivé après, il y en a qui sont restés fidèles à la République, comme Gamou, comme Sid Mohamed Aguishirach et autres. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Et presque tous les contestataires, ils sont tous de Kidal, pour les raisons que vous savez. Et vous verrez dans le livre. Alors, effectivement, en réalité, pendant toute l'année 2009-2010, Tamboura, tout le monde voyait comment AQMI et le terrorisme s'installaient au Mali. Partout on prenait des otages, le Mali était devenu le dépotoir. Donc que les Occidentaux décident de faire tomber ce régime, ça peut s'expliquer politiquement. Mieux, je vous ai dit que beaucoup de narcotrafiquants, des gens liés au terrorisme, se sont fait élire dans les institutions, comme députés, comme membres du Haut Conseil des collectivités, comme élus. Ces gens-là jouaient l'histoire de Air Cocaïne en 2009 à Bamako. Mais il y a des gens proches du pouvoir qui étaient là-dedans, tout le monde le sait. Donc c'est tout ça qui a discrédité le régime et facilité la chute du régime. On me dit que le temps arrive à terme. Et bon, quelqu'un a demandé si j'étais à la place d'Ibeka. D'abord, je ne suis pas à sa place. Et puis, dans tous les cas, moi, je n'allais pas travailler comme lui. Ça, au moins, je le sais. Je n'allais pas travailler comme lui parce que maintenant, le reste, vous savez, ce n'est pas le moment de... Il a suffisamment de problèmes, je crois, pour en rajouter. Les manifestants à Bamako sont plus nombreux que vous ici. Je crois que c'est largement suffisant pour lui. L'évolution de l'armée, je crois que j'en ai parlé. La voix du Mali, on ne l'entend plus. Bon, dire qu'on ne l'entend pas, c'est trop dire. Mais le Mali aujourd'hui est un État vassal. Même les résolutions au Conseil de sécurité, ce n'est pas le Mali qui les écrit, c'est d'autres États qui les écrivent. Et les gens ne les lisent même pas. Je viens de vous lire les missions de la MINUSMA, que le gouvernement n'a pas exigé qu'on les applique. La MINUSMA est venue dire qu'elle ne fait pas la guerre, alors que dans sa mission, elle doit faire la guerre. Les diplomates n'ont rien dit. Et ce que le président de la Commission de l'Union africaine a dit, c'est Sori Kone qui en a parlé, je pense que c'est normal. Les problèmes africains, on va les discuter ailleurs. Vous avez dit, est-il possible de sortir en renégociant l'accord? Moi, mon point de vue, c'est qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de renégocier. Il faut renégocier, se battre pour remettre en cause tout ce qui tout ce qui porte atteinte à l'intégrité du territoire. Mais se lever tout de go pour dire qu'on ne reconnaît pas, je pense que le gouvernement n'a pas les possibilités de le faire aujourd'hui. On ne le prendrait même pas au sérieux d'ailleurs. Il doit dire, voilà dans l'accord ce que mon peuple ne veut plus. Bon, quelqu'un a dit que de 60 à 68, le Mali était indépendant. Moi, je pense que le Mali a continué à être indépendant jusqu'au jour où on a décidé de prendre des résolutions du Conseil de sécurité pour occuper nos territoires. À partir de ce moment, c'est terminé, on ne décide plus de rien. Ramata a fait un long développement sur lequel je ne reviens pas parce qu'elle, quand même, c'est une mémoire en matière de débat sur la question du Nord, comme je vous ai dit. Elle fait partie des personnalités qui ont porté le fer vraiment sur le champ de bataille du MNLA au moment où tout le monde avait baissé la culotte, ou parlé terre à terre, ou a baissé la garde. En 2012, quand le pays était occupé, c'est eux qui portaient la contradiction aux gens du MNLA et aux séparatistes partout où ils sont. Donc tout ce qu'elle dit
elle le vit et il n'y a pas de débat là-dessus, il faut juste les enregistrer. Et seulement je voulais lui dire que le problème c'est que les Maliens qui ne mangent que des sardines, bon, c'est à l'image de leur pays. C'est à notre État de donner, on peut s'indigner en tant que citoyen, mais si vous les comparez aux Français, les Français c'est leur pays qui les nourrit. Donc il faut qu'on se batte pour que nous-mêmes on nourrisse nos soldats avec plus que des sardines. Et c'est pourquoi je dis il faut s'en prendre à nous-mêmes d'abord avant de s'en prendre aux Français. C'est ça moi mon problème. Nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait? Nos gouvernements, vous avez parlé des 1230 milliards qu'on a votés, mais ce n'est pas la France qui les a détournés. L'argent des avions, ce n'est pas la France qui les a détournés. L'argent des hélicoptères, ce n'est pas la France qui l'a détourné. Donc c'est à ça que les Maliens doivent s'attaquer. Si un gouvernement qui a la France comme béquille, parce que pour qu'il ne tombe pas, il s'appuie sur la France. Si un gouvernement comme ça tombe, la prochaine fois, celui qui vient va se dire attention, ce n'est pas la France qui m'a mis ici, mais c'est le peuple malien. Donc c'est ça que moi je parle. Il faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes d'abord. Bon, je ne peux pas répondre à toutes les autres questions parce qu'il semble que le temps est fini. Mais je dis dans tous les cas, en politique, il faut faire des choix. Moi je pense qu'il faut toujours faire un choix, l'assumer et l'expliquer. C'est que chez nous, ils ne font pas de choix et ce qu'il faut, ils ne l'expliquent pas. Est-ce que vous savez que jamais, à la date d'aujourd'hui, il n'y a jamais une séance d'explication de l'accord, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau de l'Assemblée nationale, ni au niveau d'aucune institution. Alors que dans d'autres pays, on l'aurait soumis à l'Assemblée pour approbation? Jamais. Donc, la vérité, c'est qu'on a un gouvernement qui ne peut pas assumer ses choix. Les choix qu'il fait, il ne peut pas les expliquer. Il ne peut pas les défendre. Sinon, vous ne trouverez jamais qu'il fait un choix autour duquel il y a l'unanimité. Tous les choix sont discutables, mais il faut faire les choix. Et je finis par dire qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'il faut un sursaut patriotique au Mali. Mais ce sursaut patriotique doit s'appuyer sur un discours de vérité. Et que ceux qui dirigent le Mali gouvernent par l'exemple. Il faut que dans leur comportement, dans leur façon de gérer, ils donnent l'exemple. Et en ce moment, ils tiennent le discours de la vérité et aux partenaires de la communauté internationale et aux mouvements séparatistes. Si vous êtes exemplaire, vous êtes correct, on va vous écouter. Vous allez mettre sur la table les incohérences et les troubles des partis. Vous allez dire aux mouvements séparatistes que ce qu'ils veulent ne peut pas aller. Il faut qu'ils abandonnent leur projet séparatiste. Et que ceux qui les soutiennent leur disent d'abandonner ce projet. Lorsque ça c'est accepté, tout le reste peut se négocier. Voilà ce que je voulais dire. Et en tout cas, vous remercier encore d'avoir pris de votre temps pour écouter. Et remercier les membres des différentes associations. Pour le Mali, je ne dis pas ce qu'il y a avant parce qu'il y en a beaucoup. L'important c'est que c'est pour le Mali. Toutes les associations finissent par pour le Mali. Donc, vraiment, je vous encourage à continuer ce genre de débat. Inviter d'autres hommes politiques s'ils sont prêts à se prendre en charge pour venir faire le travail de sensibilisation. Je crois d'ailleurs que c'est la mission des hommes politiques. Comme ça, vous aurez différentes versions contradictoires qui vous permettent d'apprécier. Parce que je dis, un citoyen bien informé, d'après Mandela, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Quand vous aurez toutes les versions, vous allez comprendre ce qui est bien pour votre pays. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui est plus patriote que ceux qui sont ici. Parce que ceux qui sont ici sont venus en exil. Et les fruits de leur travail, beaucoup le partagent avec ceux qui sont restés au pays. Donc s'il y a des gens qui peuvent servir d'échantillon pour construire ce sursaut patriotique-là, c'est bien ceux qui sont installés ici en France. Merci beaucoup. En tout cas, moi j'en ai fini et la séance est levée. Alors, merci Monsieur le Président. Il n'y a pas de souci. Juste quelques minutes pour conclure. Donc,